y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Pour construire la cathédrale de Notre-Dame de Paris, on n'a pas vu beaucoup de travailleurs algériens. On a un destin de diaspora. Ils auront la nationalité française, ils auront la nationalité américaine, mais ils ne seront pas français. Soit français, mais il ne devient jamais. Oh, c'est mal. Oh, des intérêts nationaux, des égoïstes nationaux, des travers nationaux. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Le dernier lieu de vie qui est ouvert 24 heures sur 24, ça reste un commissariat, quoi, malheureusement, quoi. Le reste a été brûlé, non? C'est pas marrant, ça, par contre. Vous êtes comme Tapi, vous êtes un ringard du Pont-Moretti. On a Kaby, Akaba, et voilà, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. C'est pratique. Il y a un point sur lequel on peut tous être d'accord, gauche, droite, centre, c'est la cohérence et le courage d'Éric Zemmour depuis 20 ans en fait. Tout comme moi j'ai beaucoup de respect pour certains hommes politiques de gauche qui ont une cohérence, qui ont un courage. Moi je prends souvent l'exemple d'un mec comme François Ruffin. François Ruffin c'est quelqu'un, qu'on soit de gauche, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est quelqu'un de courageux et de sincère. Je pense que si on peut faire des remarques à Éric Zemmour, on peut au moins lui conseiller que c'est quelqu'un de courageux et qui a une cohérence dans ses propos. Et autant d'un président comme Emmanuel Macron qui est dans le en même temps permanent, qui fait un coup bon flic avec Éric Dupond-Moretti, un coup mauvais flic et Gérald Darmanin, etc., etc. Je pense que les gens sont contents de voir un peu de cohérence et un discours clair, quoi. Je sais qu'on a dû déjà te le demander 1 milliard de fois, mais comment tu t'es retrouvé à la place où tu es, le fait justement d'être au cœur de cet élan? Je pense pas qu'il y ait eu quelque chose de spécial qui ait fait ça. Je pense que c'est au fil du temps, quoi. C'est-à-dire qu'on répond à une sollicitation du coup forcément d'un média. Moi je suis président du mouvement, donc on incarne la jeunesse qui soutient Éric Zemmour. Une partie de la jeunesse qui soutient Éric Zemmour, et voilà, de fil en aiguille, je réponds à vos questions, je réponds aux questions de vos confrères, donc ça va très vite, ce genre de choses, on les décide pas en tant que tel, hein. Vous savez, c'est pas moi qui vais chercher les micros des journalistes, j'y réponds aux questions volontiers parce que je pense qu'il faut parler à tout le monde et voilà. Donc ça a été toi, donc ça aurait pu être par exemple quelqu'un proche de ton cercle par exemple. Bien sûr, et moi si c'est quelqu'un d'autre à la place demain, il sera quelqu'un d'autre à la place demain, et ça me pose aucun souci. Plus on sera à porter à défendre ses convictions, mieux on se portera. Comment est-ce que vous appelez? Zach, et vous? Joël. Enchanté, Joël. Alors Zach, bonjour. Je peux te tutoyer? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens ici pour écouter Zemmour et pour le soutenir dans une éventuelle candidature à la présidentielle. Qu'est-ce que t'inspire le personnage? La force d'esprit et la France surtout. J'aimerais bien qu'il parle du grand remplacement. J'en parle déjà beaucoup, mais ça c'est très important. C'est horrible ça. Et après, j'aimerais bien qu'il commence à aborder un peu des thématiques économiques. Et ça sera peut-être plus quand il officialisera sa potentielle candidature. Alors bon, c'est un personnage qui s'exprime sur beaucoup de choses, beaucoup de sujets, mais globalement, ça reste quand même quelqu'un qui fait partie de l'univers patriote, on va dire ça. Et juste pour ça, on va dire pour l'amour de la France, je me dis ça vaut le coup de l'écouter. Et sur quel sujet en particulier, disons, ça fait tilt chez vous? Je vais pas vous dire l'immigration, ça serait trop facile. Parce que on va dire que c'est entre guillemets son cheval de bataille. Oui, l'immigration, je partage une partie de ses convictions. Son regard très critique envers la classe politique actuelle, je le partage totalement. Et surtout les réponses qu'il pourrait apporter à ça, parce que pour l'instant, il n'est pas un candidat à une quelconque élection présidentielle, mais les réponses qu'il pourrait apporter à ça, j'ai envie de les entendre et ça m'intéresse de les entendre. Et vous espérez qu'il soit candidat? J'espère qu'il soit candidat, absolument.
Vraiment, merci. Je sais pourquoi certains sont venus. Je sais pourquoi tous les journalistes sont là, mais ne vous inquiétez pas ou ne vous emballez pas. Ce n'est pas ce soir que je vais vous dire si je suis candidat à la... Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Maintenant que j'ai dit ça, je pense que les journalistes vont fermer leur micro, vont éteindre leur caméra. Ça sera bien parce que comme ça, ils pourront enfin entendre et peut-être écouter ce que je dis et non pas plaquer ce que je suis censé dire. Mais on en parlera. Parlons clairement, j'ai l'habitude de parler clairement, voire crûment pour certains. Donc, n'éludons pas le sujet. N'éludons pas le sujet. La présidentielle. La politique. Ah, qu'est-ce que j'entends? Alors, j'ai des questions tous les jours. Ah, mais alors, vous avez vu comme ils sont accueillants, comme ils sont enthousiastes. Ils vous poussent à être président. Mais est-ce que vous n'avez pas... Mais c'est un meeting, ce n'est pas une conférence. Alors, monsieur Zemmour, je vous en prie. Bon. D'abord, il faut bien comprendre que... ça fait 30 ans que je suis journaliste, écrivain, et que, n'en déplaise à certains, j'ai toujours fait de la politique. La politique, qu'est-ce que c'est? La politique, c'est pas la lutte des places, c'est la lutte des idées. C'est ça la politique. La politique, ce n'est pas... La politique, ce n'est pas forcément des combines d'arrière... J'allais dire derrière placard. Vous voyez, ce n'est pas la... Oui, voilà, on va prendre le mot derrière boutique, c'est plus gentil. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Je suis de plus en plus attaqué, de plus en plus vilipendé, et ce qui est plus grave, c'est ça, attaqué et vilipendé, ça ne me dérange pas. Je suis caricaturé. On invente tout et n'importe quoi sur moi. Alors, je vois bien, vous savez, les politiques sont assez simples à suivre. Ils ont des éléments de langage que leur écrivent leurs communicants et qu'ils répètent. Le problème, c'est que, comme ils ont les mêmes communicants, ils ont les mêmes éléments de langage et donc ils disent tous la même chose. Alors maintenant, sur moi, le premier élément de langage, c'est « il est l'ennemi des femmes ». Ça vous a échappé, mais je suis l'ennemi des femmes, et pareil. C'est la dernière, vous voyez, le dernier mot des éléments de langage de toute la classe politique, c'est « voilà, mais quelle horreur, il est l'ennemi des femmes ». Merci. Alors, c'est amusant parce que tout cela vient du fait que j'ai écrit il y a 15 ans, c'est un truc de un livre qui s'appelle Le Premier Sexe et qui était une réflexion sur la féminisation des valeurs de la société. L'avantage avec moi, c'est que j'écris mes livres, donc on peut m'attaquer sur ce que j'écris. Eux, ils n'écrivent pas leurs livres, donc évidemment, ça passe, vous voyez, un enchaîne l'autre. Alors moi, bon, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Parce que qu'est-ce qu'ils disent, je voulais dire. J'ai voulu simplement analyser ce que disent d'ailleurs les féministes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il y avait des valeurs qu'on traitait, qu'on affubulait traditionnellement les hommes et les femmes, qui peuvent d'ailleurs être celles d'hommes et de femmes réelles. Il y a des femmes qui ont des valeurs plutôt masculines et puis il y a des hommes qui ont adopté des valeurs féminines. Qu'est-ce qu'elles sont-elles? Les valeurs féminines, c'est plutôt la paix, le consensus, le dialogue. Et puis les valeurs masculines, c'est la hiérarchie, l'autorité, la guerre, la force. Et depuis 20 ans, depuis 30 ans, on nous serine partout, à la télévision, dans les médias, que les valeurs masculines, les valeurs viriles sont pestilentielles, sont toxiques, selon l'expression à la mode, on dit masculinité toxique, et que les valeurs féminines sont absolument magnifiques, et que si les valeurs féminines avaient dominé,
eh ben, nous serions dans un monde magnifique, sans guerre, sans violence, sans rien du tout. Et le thème de ce livre, c'était justement de critiquer cela, de contester cette thèse. C'était en aucune manière d'interdire aux femmes d'être magistrates, avocates, hauts fonctionnaires, que sais-je. C'était ridicule. Et c'était nullement l'objet du livre. Mais la caricature est tellement simple, la caricature est tellement facile, que on est là à écrire. J'ai encore vu le journal Elle, avec ses militantes féministes, financées par l'industrie du luxe, la contradiction ne les gêne pas, qui délirent sur ma prétendue détestation des femmes. Et l'amusant dans cette histoire, si c'était pas tragique, c'est que ces mêmes militantes féministes, quand il y a des violences à Cologne, quand il y a des violences sur les femmes porte de la Chapelle, qu'est-ce qu'elles vous disent? Ah non, là c'est raciste de le dire. Là il faut élargir les trottoirs. Là on a mal vu. Donc ces mêmes militantes féministes qui agonisent d'injures le pauvre mâle hétérosexuel de plus de 50 ans, là elles sont toutes miel, elles sont toutes tendresse pour ces vrais prédateurs des femmes. Parce que les femmes aujourd'hui, quand sont-elles vraiment en danger? Où sont-elles en danger? Dans quel quartier sont-elles insultées, voire frappées, quand elles sont simplement en jupe? Dans quel café sont-elles interdites d'entrer? J'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien que les... En vérité, aujourd'hui, le plus grand défenseur des femmes, celui qui les défend contre leur vrai danger, c'est-à-dire la violence, la brutalité, le meurtre même parfois, c'est moi. Donc, les prénoms. C'est quelque chose d'assez bizarre que une loi qui a existé pendant 170 ans, 180 ans, une loi de 1803 qui n'a été abolie qu'en 1993, ça fait combien? Ça fait 190 ans, qui a été approuvée, appliquée par tous les régimes. L'Empire, la monarchie, de nouveau l'Empire, la République, la Troisième République, la Quatrième République, la Cinquième République, avec des gens très différents. Imaginez que les radicaux socialistes de la Troisième République l'ont appliqué sans la moindre gêne. Au contraire, ils trouvaient ça très bien. Pourquoi ils trouvaient ça très bien? Je vais vous raconter la vraie histoire de la France et de la République française à travers ces prénoms. Parce que imposer des prénoms du calendrier, comme on disait, c'est-à-dire imposer des prénoms français, c'est-à-dire imposer des prénoms qui fleurent le terroir français et l'histoire de France, ça fabrique des Français, et ça a fabriqué des Français pendant 2 siècles. On a d'abord commencé les Italiens, les Espagnols, les Russes. Parfois, certains même changeaient leur nom, coupaient leur nom. J'ai toujours l'anecdote que plus personne maintenant ne connaît, le grand joueur de football des années 50, Raymond Kopa, qui s'appelait Kopasiewski. Un jour, l'entraîneur lui a dit: tu nous casses les pieds avec ton nom, là, tu coupes en deux, tu t'appelles Kopa, on n'en parle plus. Il n'a pas fait un procès. Il n'est pas allé pleurnicher à la télévision. Ce qui était important pour lui, c'était de devenir français. Il était d'origine polonaise, il avait travaillé à la mine. C'était de devenir français, d'aimer son pays et de devenir le plus grand footballeur de son temps. On pourrait prendre d'autres exemples. Le grand sportif Alain Mimoun, qui était kabyle et qui a évidemment changé son prénom pour s'appeler Alain. On me traite souvent de raciste. On me traite de raciste, c'est ne rien comprendre. Il n'y a pas plus anti-raciste que d'imposer des prénoms français aux gens d'où qu'ils viennent. Parce que ça veut dire que d'où qu'ils viennent, ils peuvent devenir français. Après les Italiens, après les Espagnols, après les Russes, il y a beaucoup d'Asiatiques, du Vietnam, du Laos, du Cambodge,
qui prennent des prénoms français. Ils perpétuent cette belle tradition assimilationniste française, qu'ils en soient remerciés. J'ai vu sur les réseaux sociaux avant de venir qu'il y avait un jeune homme qui m'attendait, qui peut être encore dans la salle, qui s'appelle, je crois, Yacoub, si je ne dis pas de bêtises. Ayoub, merci, pardon. Ayoub, et qui a écrit « Ça ne m'aurait absolument pas dérangé de m'appeler Jean ». Je félicite ce jeune homme, c'est lui qui a raison. Il est là ? Il y a un certain paradoxe pour l'islam, pour ne pas le nommer, de refuser d'adopter des prénoms français, parce que vous avez bien compris que c'est l'islam qui bloque, puisque pour eux, un prénom français, ça veut dire être un prénom chrétien. Il y a un certain paradoxe, parce que quand quelqu'un se convertit à l'islam, il change de prénom, et il prend un prénom de la tradition islamique. Et c'est bien normal, parce que il prend un prénom de l'histoire de l'islam, de la tradition islamique, parce que le prénom, ça imprègne une personnalité. C'est tout à fait normal. Quand on appelle son enfant Louis, eh ben on fait référence au roi de France. Quand on appelle son enfant Abdelmalik, on fait référence à un conquérant musulman. Et c'est pour la gloire de ce conquérant. Donc c'est tout à fait normal. D'ailleurs, dans les pays du Maghreb, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, il est interdit de prendre des prénoms non musulmans. Et il y a d'autres pays en Europe, en disant que les musulmans ne pouvaient pas faire de même. C'est eux-mêmes qui disent que l'islam est inassimilable. Ce n'est pas vous. Et c'est eux-mêmes qui avouent leur faiblesse face à un islam qui est une remarquable machine à assimiler, au contraire, partout, dans tous les pays où ils passent et où ils conquièrent des territoires. Donc c'est eux-mêmes qui avouent qu'ils ont renoncé à assimiler des musulmans. Moi, je n'ai pas renoncé. Je pense que, justement, il y a des musulmans qui peuvent prendre des prénoms français car ils veulent devenir français et ils veulent s'imprégner pour leurs enfants de cette histoire de France, de cet imaginaire français. Je pense qu'il faut absolument les encourager de façon directe et sans embâche et sans honte. Je suis nul en économie, je ne comprends rien, je ne sais pas que 2 plus 2 égale 4, ça ne m'intéresse pas. Le pouvoir d'achat des gens, je m'en fous. D'abord les gens, je m'en fous, les Français, je m'en fous, c'est bien connu. Il n'y a que la France qui m'intéresse, c'est l'histoire, vous savez, je suis dans les nuées. Ça m'a amusé d'ailleurs parce que évidemment, il y a un journaliste qui a écrit ça, donc après, il y en a eu 10 qui ont écrit la même chose. Parce que, comme disait Régis Debray, qu'est-ce qu'un journaliste? C'est celui qui lit les autres journalistes. Donc, non, je m'intéresse aussi aux Français, je m'intéresse au pouvoir d'achat, l'économie m'intéresse. Je vais vous dire quelque chose. En vérité, tout le monde confond tout. Il y a 2 sujets qui se recoupent et qui s'interpénètrent, mais qui sont au départ différents. Il y a le déclin. Le déclin. Nous vivons dans une période de déclin. Il ne faut pas se leurrer de déclin économique, de déclin industriel énorme. On est passé, pour vous donner quelques chiffres, l'industrie représentait 24% du PIB il y a 40 ans, il ne représente plus que 13%. Les Allemands et les Italiens, eux, ont tenu les chiffres, nos chiffres d'avant. Pour vous donner une idée, puisque je ne comprends rien aux chiffres, ça sera entre nous, pour vous donner, personne ne me dira demain que j'ai donné des chiffres. Donc, comme d'habitude, en 1980, le pouvoir d'achat, le PIB par Français, était à peu près supérieur, je peux même dire supérieur, à celui des Allemands et des Américains. Aujourd'hui, il est 15% de moins que les Allemands et 40% de moins que les Américains. Mais à part ça, on ne décline pas. À part ça, tout va bien, Madame la Marquise.
Donc, il y a le déclin, et puis il y a la survie. Ce n'est pas la même chose. La survie, c'est l'existence du peuple français en tant que peuple français, dans une civilisation européenne qui est, on l'a dit tout à l'heure pour Nice, qui est gréco-romaine et chrétienne. Ça, c'est la civilisation européenne, dont relève la civilisation française. À partir du moment où les rapports de force démographiques, l'absence d'assimilation, font que une population venue de contrées lointaines, avec une civilisation étrangère, voire une civilisation qui, depuis 1000 ans, combat la civilisation chrétienne et gréco-romaine, s'installe sur notre sol, il y a là un danger, non pas de déclin, mais pour la survie. Ce sont deux choses différentes. La survie, c'est le plus important, vous comprenez? À partir du moment où on est mort, pardonnez-moi cette tautologie. Et donc, il nous faut tout faire pour rester en vie. C'est l'enjeu majeur. Vous savez, pour vous donner un exemple, la différence entre les deux. Quand il y a eu la révolution communiste, ici, en 1917, puis en 1945, dans les pays d'Europe de l'Est, sous la domination des chars russes, tout a été chamboulé. L'économie, le social, l'école, la culture, les rapports humains, tout. Quand le communisme s'est effondré, qu'est-ce qui est resté? Le peuple russe, le peuple hongrois, le peuple polonais. Ils n'avaient pas été affectés dans leur essence. Ils étaient restés les mêmes. Donc, ils étaient appauvris par le communisme. Ils avaient été meurtris par les massacres communistes. Mais ils étaient restés les mêmes et donc ils ont pu reprendre leur vie, leur envol de peuple européen, chrétien et gréco-romain. C'est ça la réalité. Nous avons fait le contraire. Nous n'avons pas subi des transformations énormes et imposées par le communisme. Nous avons pu nous enrichir, mais nous avons ouvert nos frontières à tout va. Nous avons ouvert notre système social de façon complètement folle. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, c'est le peuple français qui est en danger, c'est la civilisation française qui est en danger, et donc c'est celle-là. Je tiens à vous dire quand même que je suis très content d'être parmi vous. Je sais que vous ne croirez rien de tout ce qu'on vous dira sur moi. Je sais que vous avez compris tout ce qui est en jeu. On vous dira que je suis décliniste. Ça, c'est le grand mot à la mode depuis des années. Mais franchement, entre nous, vous n'avez pas remarqué qu'on était en déclin? On vous dira que je suis alarmiste. Mais franchement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut sonner l'alarme et il y a une place à l'arme? Franchement, je ne vais pas vous cacher, je suis très inquiet. Ça fait des années que je suis inquiet, ça fait des années que je l'écris. Je pense que la France, si elle continue, prend un très mauvais chemin, dramatique. Mais c'est pour ça que nous devons tous ensemble arrêter cette machine folle qui nous emmène dans le ravin. C'est pour ça que je pense aujourd'hui que la France n'a pas dit son dernier mot, puisque vous êtes là. On m'a dit de me présenter. Votre prénom. Alors, je n'ai pas vraiment un prénom français, je m'appelle Karim, mais j'ai un nom particulièrement français, du coup.
va être une citation qui va être amenée d'une question. Alors, j'ai lu L'Art de la guerre de Sun Tzu. Répétez s'il vous plaît, monsieur. J'ai lu L'Art de la guerre de Sun Tzu, un philosophe chinois. Dans ce livre, il écrit que si vous ne pouvez pas faire la guerre militairement par peur de perdre, vous pouvez faire la guerre d'une façon plus subtile. Vous envoyez des représentants ou alors des personnes qui vont s'occuper d'envahir la ville de l'intérieur. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est une situation qu'on peut voir en France? Moi, vous savez, je suis plus Bonaparte que Sun Tzu, alors... Alors écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot. On a une situation aujourd'hui qui, si elle continue, nous conduira soit à une situation de partition, comme l'a reconnu lui-même François Hollande, soit à une situation de guerre civile. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons laissé se développer en France, sur tout le territoire français, des zones où on n'est plus en France. Je disais hier à Toulon, c'est un système qu'on a connu dans d'autres périodes de l'histoire et dans d'autres pays. Par exemple, en Chine, au XIXe siècle, la Chine était tellement affaiblie que les puissances occidentales, l'Angleterre, la France, les États-Unis, l'Allemagne, ont obtenu du gouvernement chinois très faible, qui menaçait de leurs armées, ce qu'on appelait des concessions. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits où les Chinois ne faisaient plus la loi sur leur propre territoire. Et que c'était le droit allemand qui s'appliquait, le droit anglais, que les Anglais dominaient, etc. Nous sommes aujourd'hui exactement dans cette situation. Nous avons donné des concessions à une population qui, venue de l'étranger, aurait pu s'assimiler comme les vagues précédentes, mais sans doute par manque de volonté, surtout par lâcheté des autorités françaises, et je dirais par un nombre excessif, car c'est tout ça mélangé qui fait notre situation. Maintenant, s'est installé dans une vie comme au pays. Et tout ça est réglé. Vous avez vu sans doute le film Bac Nord. On voit bien cela. On voit bien que les milices de ces concessions sont les caïds de la drogue et leurs affidés. On voit bien que les forces de police, de la police française, de la police républicaine française, ne peuvent pas rentrer dans ces zones-là. On ne peut pas dire mieux que ce sont des zones étrangères qui échappent à la juridiction française. Donc, tout le problème est là. Donc, il nous faut reprendre ces zones qui sont des zones étrangères, qui sont des concessions, qui sont des places fortes. On aurait dit, vous savez, ça c'était après le Véti de Nantes, Henri IV avait autorisé, avait concédé des places fortes aux protestants. Et c'était des places dans lesquelles, comme La Rochelle, ils chassaient, ils persécutaient les catholiques, ils étaient armés, etc. Et ça nous rappelle des souvenirs. Ça s'est très mal fini. Richelieu a fait le siège de La Rochelle et où est mort 90% de la population. Donc vous voyez, je ne souhaite pas cela. Donc il faut absolument réagir avant. Ce qui nous arrive est très grave. Et donc nous devons réagir tout simplement par les deux bouts de l'omelette, c'est-à-dire en cessant l'arrivée de nouveaux étrangers en France. Vous savez, depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, il y a entre 300 000 et 400 000 étrangers qui arrivent légalement sur le territoire. Entre les entrées et les titres de séjour légaux, on est à 275 000, et puis les droits d'asile, on est à 170 000. Vous allez me dire, le droit d'asile, ils sont débutés à 80%, sauf qu'ils ne sont jamais expulsés. Donc ça vous fait 170 000 ajoutés à 275 000, et je ne vous compte pas là-dedans les enfants qui ne sont pas comptabilisés et les fameux mineurs isolés. Donc ça vous fait 400 000 à peu près. Vous savez, la ville de Nice, vous savez mieux que moi, c'est 350 000. Donc tous les ans, il y a une ville de Nice étrangère, pour la plupart islamique, qui rentre en France. Et au bout de 5 ans de Macron, ça va faire 2 millions de personnes, c'est la ville de Paris. Donc si vous voulez, si on n'arrête pas ça, on ne fera rien. C'est la première chose à faire. Et ensuite, il y a Bonsoir, je m'appelle Lucienne Marine Benguigui, rebaptisée Marie-Luce par les bonnes sœurs de l'orphelinat de mon enfance, qui voulaient que nous portions des prénoms de saintes. À l'époque, c'est ce qui se faisait. Mais ce prénom, c'est joli et ça me plaît. Je vous dis
Très joli, madame. Je vous livre mes états d'âme. J'ai 77 ans. À mon âge, je pourrais me dire à quoi bon. Avec un peu de chance, je finirai ma vie sereinement. Mais mon cœur, mes tripes ne me laissent pas en paix. Je crains pour le devenir de la France et des Français venus de tous les horizons. Merci, madame. Reconnaissance à la France pour la femme que je suis aujourd'hui. Merci de nous redonner l'espoir que la France n'a pas dit son dernier mot. Je vous aime, Z-A-U-M-E, pour l'amour indéfectible que vous portez à notre pays. Vive la France! Merci. Merci madame, et moi aussi je vous aime aussi. En vérité, la seule façon de battre Emmanuel Macron, c'est de forger une alliance entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote. C'est dire à la bourgeoisie patriote, il faut tenir compte des souhaits, des volontés, des souffrances des classes populaires qui ont payé au prix fort la mondialisation et l'Europe. Et il faut dire aux classes populaires, il y a une bourgeoisie patriote qui va défendre avec vous la France et qui va vous protéger. Je voulais juste dire que... Dernière intervention. C'est rapide. Vous êtes le seul homme que les Français demandent à se candidater. Enfin, vont chercher la candidature. Et quitte à être en démocratie, je trouve que c'est ça la réelle démocratie. Merci à vous. À bientôt. J'étais ravi d'être avec vous et je vous remercie beaucoup. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Évidemment, je cite mon livre. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai le temps qu'il faudra. Et je signerai tous les livres qui seront présentés. Bonne soirée. Merci à tous et à bientôt.